Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Bonjour et bienvenue dans Santé Mag Afrique, l'émission qui décrypte les enjeux de santé sur notre continent. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent méconnu, les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou de la sclérose en plaques. Quels sont leurs impacts en Afrique? Quelles sont les solutions pour les prévenir ou les gérer? Explorons ce thème avec le docteur Ilyes Ahamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur. Alors, première question, ce sont alors des maladies caractérisées par la dégénérescence progressive des cellules nerveuses dans le cerveau, la moelle épinière. Elles affectent les capacités physiques, cognitives et émotionnelles. Dites-nous docteur davantage. En fait, c'est un thème qui est très complexe, même pour les professionnels de santé. Mais je tenais à faire une émission pour un peu simplifier pour nos auditeurs, parce que c'est une question d'actualité, et même en Afrique, avec l'amélioration des conditions de vie et le vieillissement de la population, même en Afrique. On parle de 3 millions de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer en Afrique. Bien sûr que le chiffre il est sous-estimé parce qu'on manque toujours de moyens de diagnostic. Mais il y a des rares études de population. Au Nigeria, on parle de 2,3% d'atteinte. En Centrafrique, 8,8%. Donc on commence à avoir les répercussions de ce genre de maladie. Mais bon, il faut commencer par le commencement. Donc c'est quoi une maladie neurodégénérative? Ça c'est l'ancien terme, L'ancienne appellation. L'ancienne appellation, voilà, c'est plus juste. L'appellation qui est plus appropriée, c'est maladie neuroévolutive. Parce que dégénérative, c'est un peu trop à connotation très négative. Pourquoi cette appellation évolutive, docteur? Elle évolue avec le temps, Oui, parce que dégénérative, c'est un peu négatif dans le sens où il y a une aggravation, donc c'est une dégénérescence. Alors qu'on préfère maladie neuroévolutive, c'est plus soft, si j'ose dire. D'accord. Donc c'est des maladies qui touchent les cellules nerveuses, que ce soit, comme tu l'as dit, au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière, même au niveau du système nerveux périphérique, qui sont caractérisées par une atteinte chronique invalidante à évolution très lente, mais malheureusement qui va vers le décès. D'accord. Donc il y a ça conduit à la mort cellulaire. C'est toujours le cas, docteur? Elle conduit toujours vers la mort, ou bien il y a des cas qui peuvent être sauvés? C'est toujours le cas malheureusement. Sauf que on va voir ça dans le traitement, on essaie de ralentir. Avec le médicament, on ralentit, c'est tout. Avec des médicaments, avec des moyens de prévention, mais ça reste quand même des maladies neuroévolutives. Ça peut évoluer en quelques années, ça peut évoluer en plusieurs décennies, c'est ça notre but. C'est des maladies que tu as cité quelques-unes, c'est des maladies assez... en fait, le nom est assez connu. Alzheimer, c'est très connu, Parkinson, c'est connu, la sclérose latérale amyotrophique, il y a des maladies, bien sûr, qui sont moins connues, comme les maladies à Cordelesi ou la chorée de Huntington. Mais c'est un groupe de maladies, c'est une dizaine de maladies qui évoluent tous lentement, mais vers le décès, avec une mort des cellules nerveuses. Bien sûr, chaque malade évolue à son propre rythme. Il y a plusieurs facteurs, c'est très complexe. On va voir ça après avec tes questions. Mais voilà, c'est une petite définition. C'est quoi une maladie neurodégénérative ou plutôt neuroévolutive? Donc, si l'on parle, docteur, des types les plus fréquents plutôt en Afrique, j'imagine que c'est peut-être l'Alzheimer, la Parkinson, ou bien la sclérose en plaques. Quelles sont les plus courantes? Alors, la maladie la plus courante, de loin, c'est la maladie d'Alzheimer. Là, je dois en parler un petit peu. Alors, la maladie d'Alzheimer, beaucoup de personnes l'associent avec une perte de mémoire. Déjà, on fait même des réflexions quand on perd un peu la mémoire. On dit,
tu fais un Alzheimer. Voilà, l'Alzheimer, oui. Oui, alors c'est pas très faux. C'est une maladie qui a été décrite déjà en 1906 par un médecin allemand, Alois Alzheimer. C'est la maladie la plus fréquente en ce qui concerne les maladies neurodégénératives ou neuroévolutives, mais aussi c'est la maladie la plus fréquente des démences chez l'être humain. En 2005, on parlait de 26 millions de personnes dans le monde touchées, et on parle de 2050 de 4 fois plus. Donc pratiquement 100 millions de personnes. Le premier symptôme, évidemment, c'est souvent des pertes de souvenirs, donc une amnésie, des pertes de mémoire. Ça, c'est le tout début de la maladie. Après, malheureusement, ça va se compliquer parce que ça va toucher plusieurs cortex au niveau du cerveau. Donc, on aura des symptômes comme des confusions, une irritabilité, une agressivité, troubles de l'humeur, une dépression. Il y a beaucoup de cas de dépression chez des personnes très âgées. D'accord. Et quand on fait le diagnostic, c'est une manifestation de la maladie d'Alzheimer. Ça peut aller même aux fonctions supérieures, donc altération du langage, etc. Ça va vers la mort, malheureusement, à la fin. Donc c'est la maladie qui est la plus fréquente en ce qui concerne les maladies dégénératives, les maladies neuroévolutives. Je vais donner quelques exemples parce que c'est tellement fréquent qu'il y a plusieurs spécialistes, célébrités qui ont été touchés par cette maladie. On a Ronald Reagan, le président américain, Margaret Thatcher, la première ministre britannique, et même des gens comme Peter Falk, c'est l'acteur qui joue Columbo. Ces personnes-là, entre autres, ont été touchées par la maladie d'Alzheimer. Oui. Et si l'on parle, docteur, des personnes concernées par ces maladies en Afrique, déjà si on peut donner des chiffres, donc environ 2,13 millions de cas de démence dont l'Alzheimer représente la majorité, sont recensés en Afrique subsaharienne, déjà selon Alzheimer's Disease International. Ce chiffre pourrait tripler peut-être d'ici 2050 en raison du vieillissement de la population. Qu'en dites-vous, docteur, par rapport à cela? On s'attend à quoi? En fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parle juste pour les démences de 55 millions de personnes dans le monde, dont 60% dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, ce qui correspond exactement aux pays africains. On parle de 10 millions de nouveaux cas chaque année. Bien sûr, l'Alzheimer, c'est la maladie la plus fréquente, 60 à 70%, mais il y a d'autres maladies, malheureusement, qui sont sous-diagnostiquées dans notre continent, parce que c'est des maladies qui sont premièrement très difficiles à diagnostiquer, mais aussi très difficiles à prendre en charge. C'est des maladies très 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 lourdes. L'Alzheimer coûte aux États-Unis plus de 5 milliards de dollars par an. Et notre objectif dans notre cher continent, c'est améliorer le diagnostic de ces maladies, notamment et on en a parlé dans l'émission, ce qui concerne la radiologie, notamment avec le scanner et l'IRM, qui peuvent dépister, c'est ça l'enjeu, c'est de dépister ce genre de maladies au début pour les ralentir. Il y a aussi tout ce qui est information, sensibilisation, exactement. Fait actuellement informer la population africaine. Comme ça, si on a un parent, un grand-père qui fait des troubles de mémoire, qui s'aggravent, comme ça, moi-même, même si je suis pas personnel de la santé et je vais l'amener au médecin, je dis, monsieur, docteur, je pense à un Alzheimer. Et ça, c'est un bond très important dans notre objectif d'émission pour la sensibilisation et l'information. Et puis, assurer la qualité de vie des malades et leurs aidants. Parce que c'est des malades qui, à la longue, deviennent, qui sont plus autonomes. Donc, ils ont besoin de soins, d'accompagnement, etc. Et bien sûr, de développer et coordonner la recherche scientifique pour trouver, pourquoi pas, de nouveaux traitements qui ralentissent ce genre de maladie et pourquoi pas les traiter à l'avenir. Exactement. Donc, j'imagine que, comme vous venez de dire, docteur, donc c'est le manque de diagnostic précoce et de sensibilisation qui contribue justement à sous-estimer leur impact. Donc, si l'on parle des principaux symptômes, mais qu'est-ce qui nous fait dire que cette personne a un début, si on prend par exemple l'Alzheimer d'abord, avant de parler d'autre chose, quels sont les symptômes principaux de cette maladie? Alors, dans cette émission, on ne peut pas parler de toutes les maladies neurodégénératives. Exactement. Parce que ça va nous prendre peut-être une année. Et j'ai déjà parlé de l'Alzheimer, on va juste parler un peu de Parkinson et de la sclérose latérale amyotrophique. Pour l'Alzheimer, j'ai dit
les symptômes les plus fréquents au début, c'est la perte de mémoire. Surtout la mémoire récente. Chez des personnes qui oublient qu'ils ont vu telle personne ou telle personne il y a quelques jours ou une semaine. Par contre, ils ont des souvenirs d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ça, c'est le premier symptôme, c'est on a un problème de mémoire. C'est vrai qu'en prenant de l'âge, on a toujours des problèmes de mémoire parce que le cerveau vieillit comme vieillissent les yeux, les oreilles, le cœur, etc. Mais là, on voit qu'il y a quand même une aggravation de cette amnésie, donc ces troubles de mémoire. Après, avec l'aggravation, vous savez, les personnes âgées, parce que c'est une maladie qui touche le plus souvent les personnes âgées, c'est pas systématique, mais c'est à partir de 65 ans en général. Ces personnes-là, quand ils ont des problèmes de mémoire, ils commencent à être déstabilisés. Donc, ils commencent à avoir de la dépression, être un peu agressifs, changement de trouble de l'humeur, isolement, etc. Et ça, c'est des signes cachés. Il faut jamais sous-estimer la dépression chez les personnes âgées. C'est vrai que quand on prend de l'âge, on a tendance à être triste, surtout quand on est malade, quand on fait du diabète, de l'hypertension, etc. On a tendance à être triste. Quand on perd son mari, par exemple, si on est âgé, ou son frère, ou son père, ou sa mère, on a tendance à être triste, mais il y a une différence entre la tristesse et la dépression. Exactement. Si on voit chez une personne âgée que la tristesse est dure, qu'elle est trop sévère, il faut jamais hésiter à consulter un psychiatre, un neurologue. Ça peut être une tristesse, entre parenthèses, normale, physiologique, comme ça peut être le début d'une maladie dégénérative comme l'Alzheimer. Et là, quand on prend en charge rapidement, on peut ralentir l'évolution de cette maladie. Ça, c'est pour l'Alzheimer. Pour le Parkinson, c'est différent. C'est pour ça que j'ai dit que la question d'aujourd'hui est très complexe, parce que c'est des maladies qui sont différentes. Elles ont juste en commun, c'est que c'est des maladies qui touchent le cerveau et qui ça évolue lentement vers le décès. Mais le Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente. Elle affecte principalement les personnes de plus de 60 ans, mais elle peut toucher des personnes jeunes. Donc, sur le plan clinique, alors le Parkinson, c'est assez facile à diagnostiquer, même pour des médecins généralistes. Il y a ce qu'on appelle la triade symptomatique. C'est une bradykinésie. Alors, une bradykinésie, c'est des mouvements qui deviennent très lents. Quand je lève mon bras, je le fais lentement. Quand je marche lentement. Quand je me tourne lentement. D'accord. Il y a une rigidité. Ça, je le savais pas. Hein. Ça, je le savais pas. Moi, je croyais que ça se caractérise beaucoup plus avec ce tremblement-là qu'on a sur le bras ou sur. J'y viens. Donc ça, c'est le premier symptôme, c'est la bradykinésie. Le deuxième symptôme, c'est la rigidité. C'est une personne, quand ça évolue, elle devient figée. Le visage, il est inexpressif. La position, elle est inexpressive. Donc, on bouge pas, on garde. C'est comme un peu une statue. Mais là, je parle des formes très avancées. Mais je parle donc la bradykinésie ou la lenteur des mouvements, la rigidité et bien sûr les tremblements de repos. Tremblements de repos, c'est la triade symptomatique du syndrome ou ce qu'on appelle le syndrome parkinsonien. L'exemple le plus connu qui est décédé, on le regrette, c'est le grand boxeur Mohamed Ali. D'accord. Alors Mohamed Ali, les gens qui le voient comme ça, qui ont des souvenirs quand il était âgé, et on peut le voir sur des vidéos, c'est une personne inexpressive, qui est très lente, qui est très rigide, et bien sûr qu'il y a un tremblement. C'est là où tu te rends compte, Samar, quand je te dis ça, parce que toi tu retiens le tremblement, mais quand tu te remémores Mohamed Ali quand il était âgé, on voit la personne qui sourit pas. Exactement, c'est vrai. Figé, et ça. Là, ça me revient, oui. Voilà, et ça, c'est dû à la maladie, c'est pas la personnalité. C'est vrai, c'est vrai. Quand on voit des vidéos de Mohamed Ali quand il était jeune, c'est une personne très expressive, qui parle beaucoup, qui agit, qui est très active, etc. Malheureusement, c'est devenu une personne qui est figée, qui est consciente. Attention, ça c'est très important. Le Parkinsonien, il est conscient. Il sait parler, il comprend tout, il n'a pas de petits troubles de mémoire. C'est pas comme l'Alzheimer. C'est une personne qui a toute sa tête. Voilà. C'est la phrase que j'ai cherchée. C'est une personne qui a toute sa tête. Malheureusement,
elle est juste un peu figée. C'est plus un trouble moteur. C'est une infection qui est chronique, qui est lentement évolutive. Vous savez que Mohamed Ali, on a fait le diagnostic au début des années 80. Il est décédé dans les années 2000. Donc ça fait plus de 20 ans. Et sauf que le problème, c'est que ça s'aggrave progressivement. Donc on vit avec, mais on s'affaiblit, c'est ça. Voilà, on s'affaiblit. À la fin, on a besoin d'autonomie, donc on a besoin de personnes tierces. Il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par le Parkinson, et notamment des personnes jeunes, comme l'acteur qui joue dans Retour vers le futur, Michael J. Fox. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une célébrité, mais aussi parce que c'est une personne chez qui le diagnostic a été fait à l'âge de 35 ans. Michael J. Fox, à l'âge de 35 ans, il vit toujours, il a la soixantaine, mais là, il est très limité par ses mouvements. Très jeune. Donc oui. là, j'ai beaucoup parlé, mais ça, c'est par rapport à la maladie de Parkinson. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Ah oui. C'est des symptômes complètement différents. Il y a une autre maladie dont je voulais parler, c'est la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot. Alors là, c'est complètement différent parce que c'est une maladie bien sûr neurodégénérative, mais des motoneurones, c'est-à-dire du système moteur. Là, on commence à faire des paralysies. Ça peut toucher des personnes très jeunes. On commence à faire des paralysies au niveau des doigts, au niveau des mains, et ça s'aggrave. Après, on va être paralysé de tout le corps. C'est une maladie très, très difficile à vivre. Parce que c'est pas rapide, mais c'est plus rapide que Parkinson, et ça va vers la paralysie totale. Et il y a une personne qui est très connue qui a fait la sclérose latérale amyotrophique, c'est le grand scientifique Stephen Hawking. Exactement. Stephen Hawking, pour les gens, ils peuvent le chercher sur Internet. Stephen Hawking a été touché, il était très très jeune, très jeune, oui. Toujours été un grand scientifique. Il a été paralysé très jeune, il a vécu avec un fauteuil roulant. Il a été paralysé du cou jusqu'aux orteils. C'est-à-dire il pouvait même pas bouger sa tête. Il était un grand scientifique, il avait un système de communication avec comment on appelle ça, avec les paupières. Avec les paupières, il y avait un ordinateur qui lisait ses paupières, donc il a fait un système de communication où, grâce à l'ordinateur, il pouvait communiquer. Mais ça reste une maladie dramatique parce que, comme j'ai dit, rapidement, on est paralysé de la tête aux pieds. Je pense qu'elle est la plus pire de tout ce qu'on a déjà cité, même si l'Alzheimer, déjà, c'est quelque chose. On perd toute notre mémoire. Et si l'on parle, docteur, on sort un petit peu des soins, de la prévention et tout, et on parle de l'impact économique de ces maladies sur les familles africaines. Les coûts des soins déjà est très élevé. Une famille peut dépenser jusqu'à 30% de ses revenus pour les soins d'un membre atteint. Le soutien des aidants familiaux, souvent non formés, affecte leur santé mentale et physique. Alors, docteur, qu'en dites-vous sur l'impact économique de ces maladies? Alors, l'impact économique est sur deux échelles. Il y a l'échelle étatique, parce que l'État dépense beaucoup d'argent en ce qui concerne le diagnostic, le traitement, la prise en charge, l'accompagnement et surtout la recherche scientifique. Parce que vous savez que ces maladies-là, dans 5%, sont héréditaires. Dans 95%, c'est pas héréditaire. Parfois, il y a une mutation qu'on hérite de nos parents. Parfois, c'est une mutation qui est spontanée. On a incriminé le surpoids, le tabac, la consommation excessive d'alcool, la pollution. C'est même dans les pays les plus développés, c'est des maladies qui restent peu connues. Parce qu'on a besoin d'énormes budgets pour la recherche scientifique, parce qu'il y a la génétique, la biochimie, la neurologie, la neurophysiologie. Donc, alors déjà, il y a un retentissement en ce qui concerne les moyens de diagnostic, les moyens de traitement, parce que c'est des traitements qui sont expérimentaux, qui sont chers. Ça n'a rien à voir avec du paracétamol ou de l'amoxicilline. C'est des médicaments qui sont chers, très très chers, souvent pris en charge par l'État, ils sont remboursés par l'État. La recherche scientifique nécessite des moyens colossaux, mais comme tu l'as dit, il y a un impact sur les foyers. Déjà, prendre en charge les maladies chroniques,
Donc, c'est un suivi régulier chez le médecin spécialiste, essentiellement le neurologue. Donc, il y a des consultations payantes, c'est très cher. Il y a les médicaments, il y a tout ce qui est accompagnement. Parfois, on a besoin de prothèses ou d'orthèses, ou de chaises spécifiques, de fauteuils roulants. Exactement. Parfois même chez les personnes qui ont des moyens, d'avoir une personne qui assiste, un infirmier, qui reste tout le temps avec cette personne pour lui donner à manger, pour le nettoyer, les aides-soignants, pour le surveiller, parce qu'il peut faire des fausses routes, il peut faire des problèmes physiques. Exactement. Quand je parlais de Stephen Hawking, par exemple, lui, il nécessitait une surveillance 24 heures sur 24, parce que s'il tombait, il pouvait plus se relever. Donc, vous voyez le problème. Exactement. C'est une assistante H24, donc c'est des maladies qui sont très lourdes sur les finances étatiques et surtout sur les finances des foyers. Alors docteur, existe-t-il des stratégies de prévention efficaces? J'aimerais qu'on termine avec la prévention pour que les gens retiennent, parce qu'on retient très souvent le début et la fin beaucoup plus. Donc quelles sont les mesures peut-être qui peuvent réduire le risque? Qu'en dites-vous docteur? Alimentation équilibrée, activité physique régulière, contrôle des maladies chroniques. Qu'en dites-vous docteur? Oui, tu as absolument raison. Il y a des facteurs, il y a des mesures de prévention que tout le monde peut faire. Limiter les risques cardiovasculaires, donc en ayant une hypertension artérielle stable, limiter le risque d'athérosclérose, tout ce qui est cholestérol, etc. Donc une alimentation équilibrée, ni trop grasse, ni trop sucrée, ni trop salée, utiliser de bons lipides, des antioxydants, c'est très important, tout ce qui existe dans les légumes, dans les fruits. On parle aussi dans le thé, par exemple le thé vert, le café, qui sont très bons, qui ont bien sûr sans sucre, qui ont de bons effets antioxydants. Bien sûr, consulter le plus tôt possible quand on a des troubles de mémoire, des troubles neurologiques, parce que c'est vrai qu'on a peur du diagnostic. On a peur que le médecin nous dise vous avez Alzheimer, vous avez Parkinson. C'est vrai que c'est un drame. Et parfois, on veut pas y aller pour ne pas avoir le diagnostic, mais parfois, il y a des nouveaux médicaments qui ralentissent de manière assez efficace les maladies. Au lieu d'avoir 10 ans, on peut avoir 25-30 ans, et ça change tout. Et bien sûr, j'insiste surtout sur l'entraînement physique, donc ayant une activité physique régulière, mais aussi l'entraînement cérébral. Exactement. Ça, on a tendance à le négliger, notamment chez les personnes âgées. À partir de 65 ans, la lecture, les petits jeux, exactement. Comme les jeux d'intelligence, les mots fléchés, le sudoku, exactement. Voilà, les mots fléchés, les mots croisés. Ça booste le cerveau. Ça booste d'une manière incroyable. Ça permet, même parce que j'ai oublié de dire qu'il y a la démence physiologique. Les personnes âgées entendent de moi, ont des pertes de mémoire. Ça, c'est pas une maladie, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse, la vieillesse. Et même ça, c'est-à-dire le côté naturel, physiologique, on peut le retarder, le ralentir avec des exercices d'entraînement cérébral. Je répète, les mots croisés, les mots fléchés, le sudoku, tout ce qu'on veut, les jeux d'échecs, les jeux de dames, etc. L'essentiel, c'est d'entraîner ton cerveau. Bien sûr, il y a des travaux manuels qui aident aussi l'entraînement cérébral, le jardinage, le bricolage, les voyages. C'est très important pour les personnes âgées de voyager. Pourquoi? Parce que quand on voyage, on voit d'autres têtes, on voit d'autres monuments, on voit d'autres paysages naturels. Par exemple, moi, je suis africain, je vais en Asie du Sud-Est, je vais voir une autre culture chinoise, une culture malaisienne, etc., avec des monuments, avec des personnes, etc. Et tout ça entraîne le cerveau. Ce sont les principales mesures de prévention de ce genre de maladie. Alors docteur, on reste avec la prévention et pour en finir, que peut-on faire pour améliorer la prise en charge? Vous savez, en Afrique, on a une amélioration des conditions de vie. Ça, c'est une vérité. On a un vieillissement de la population. Ça, c'est une vérité. Maintenant, avant, on avait beaucoup de problèmes de maladies infectieuses, etc. Là, on a des problèmes de maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle. On a des problèmes de maladies neurodégénératives parce que on vit plus longtemps, on vit mieux, mais de l'autre côté, on a des problèmes, ce qu'on appelle une spécialité, c'est la gériatrie, donc c'est une spécialité de médecine pour les personnes âgées, mais aussi on a de plus en plus de maladies neurodégénératives, que ce soit des maladies neurodégénératives ou des maladies dégénératives,
par exemple des yeux, des cataractes dues à l'âge, etc. Donc, il faudrait développer la gériatrie d'un côté et le diagnostic et la prise en charge des maladies du vieillissement et notamment les maladies neurodégénératives. Et j'imagine, docteur, qu'il faudrait qu'on en parle aussi plus. Donc, on vous promet que nous allons vous revenir avec ces sujets, mais un par un et détaillés. Pour ceux qui ont toujours des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Alors, merci à vous, docteur, pour ces éclaircissements, pour ces informations. Merci à toi. Merci docteur. Les maladies neurodégénératives représentent un défi grandissant en Afrique avec des actions concertées, des campagnes de prévention et un renforcement des systèmes de santé. Nous pouvons réduire leur impact sur nos communautés. Merci d'avoir suivi Santé Mag Afrique aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission dédiée à la santé sur notre continent.